Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour entamer cette nouvelle saison des Mardis des Bernardins. Le Mardi des Bernardins, vous le savez, c'est un débat coproduit par le Collège des Bernardins et KTO. Je salue d'ailleurs les téléspectateurs de KTO et les auditeurs de Radio Notre-Dame qui suivent notre émission avec le public ici présent. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? Vous vous souvenez peut-être de cette chanson, à la véracité d'ailleurs douteuse. Pardon France Gall et surtout pardon Charlemagne. Et oui, la question des rapports entre l'État et l'école est une vieille histoire ponctuée de sursauts de succès, mais aussi de craintes et de tremblements. Rappelons que l'éducation est inscrite dans la loi depuis fort longtemps et que le droit à l'éducation a valeur constitutionnelle depuis 1946. Mais pour autant, sommes-nous utopistes ou idéologues quand on énonce aujourd'hui les termes qui rimaient autrefois avec école ? Égalité des chances, promotion sociale, citoyenneté. On pourrait croire que la République a un peu laissé tomber le sujet, n'a pas été au bout de sa copie. Et par-delà les polémiques sporadiques et conjoncturelles se pose cette question de fond. La République a-t-elle oublié son école ? Ce qui est frappant, c'est que c'est un sujet qui nous touche tous à divers titres. Ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet qui mérite une réponse, et je vous propose d'aller la chercher chez nos invités de ce soir. Bonsoir Monique Aquilina. Bonsoir. Merci de votre présence. Vous êtes aujourd'hui proviseur du lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine. Lorsque vous avez pris cette responsabilité en 2012, c'était après 17 années dans des établissements à Bagnolet, puis Gennevilliers, des établissements situés en zone d'éducation prioritaire, en ZEP, des collèges et des lycées. Et vous avez constaté la dégradation de la situation scolaire, mais aussi vous avez obtenu des résultats encourageants, même des réussites on peut dire, notamment grâce à des méthodes innovantes. Vous nous direz ces constats et vous nous dévoilerez vos recettes. Fernand Girard, bonsoir. Bonsoir. Fernand Girard, merci à vous aussi d'être là. Vous avez été délégué général à l'enseignement catholique et conseiller au Haut Conseil de l'éducation. Aujourd'hui, vous présidez le Réseau national de l'enseignement supérieur, le RENASUP. Avec vous, nous pourrons notamment aborder la question des écoles privées et bien sûr de leur place dans la République. Évidemment, le sujet de l'enseignement supérieur nous intéressera aussi, puisque nous sommes aujourd'hui avec 80% des élèves qui obtiennent le baccalauréat. Quel beau succès. Bonsoir Bernard Hugonnier. Bonsoir. Alors vous êtes un petit peu chez vous ici, puisque dans quelques jours, vous lancez le séminaire École et République, séminaire de 2 ans que vous allez co-diriger avec Gemma Serrano, directrice de recherche au Collège des Bernardins. Économiste de formation, vous avez travaillé 30 ans à l'OCDE dans différents domaines économiques et dans celui de l'éducation notamment. Votre dernière responsabilité y étant celle de directeur adjoint pour l'éducation. Rappelons que le fameux rapport PISA émane de l'OCDE et que la dernière édition, parue en décembre 2013, était alarmante, c'est le moins qu'on puisse dire, sur l'état de l'éducation en France. Aujourd'hui, pour être complet, vous enseignez à Sciences Po Paris, vous êtes membre du conseil scientifique du ministère de l'Éducation nationale, et vous travaillez avec plusieurs associations dans le domaine de l'éducation. Je tout dis ? Oui. Bon. Alors Bernard Hugonnier, c'est avec vous qu'on va ouvrir le débat par cette large question. Aujourd'hui, on n'ose même plus évoquer les valeurs de la République, entre guillemets, les valeurs de la République, ou encore les missions de l'école de la République, tellement ces notions sont soit galvaudées, soit même suspectes, parfois. Cela signifie-t-il encore quelque chose concrètement ? Y a-t-il des valeurs et des missions qui fondent l'école aujourd'hui ? Bernard Hugonnier. Alors bonsoir à tous. D'abord, on remarquera que dans notre doux pays, il n'y a pas un homme politique qui termine un discours sans dire « Vive la République » et « Vive la France ». Vive la France aussi. Et très souvent, on se réfère aux valeurs de la République. Mais je demanderai au public ce soir quelles sont ces valeurs. Peut-être auront-elles du mal à dire exactement ce qu'elles sont. Elles sont inscrites dans la Constitution. Vous avez nommé la Constitution de 58, la 5e République. L'article 1, donc c'est l'article le plus important, dit que la République doit être indivisible, laïque, démocratique et sociale. Le terme social est un petit peu obscur, mais j'y reviendrai. Et l'article 2 dit que la devise de la France est liberté, égalité, fraternité. On connaît tous ça par cœur. Et plus loin dans le texte, on dit que l'école doit être obligatoire, elle doit être laïque et elle doit être gratuite. Alors, quelles sont les valeurs qui sont essentielles pour l'école ? Il y en a 3, je crois, en dehors de la laïcité, on y reviendra. Les principaux principes, c'est bien sûr l'égalité, la République sociale et la fraternité. Alors, qu'en est-il exactement ? La question qui se pose est de savoir si ces principes
sont vraiment mis en valeur par l'école et bien appliqués par l'école, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais au contraire, si c'est l'inverse, eh bien, il y a un problème, et on pourrait se poser la question de savoir si la République n'a pas un petit peu oublié son école. Ou peut-être la néglige-t-elle. Peut-être oublier est un terme un peu fort. Peut-être la néglige-t-elle. Alors l'égalité, c'est d'abord l'égalité d'accès. Ça veut dire que finalement, quel que soit votre milieu d'origine, qu'il soit modeste ou élevé, vous avez la possibilité d'avoir accès à la meilleure école, c'est-à-dire les lycées d'éducation générale, les grandes écoles et les meilleures universités. Est-ce le cas? Je n'ai pas besoin de répondre, tout le monde connaît la réponse. Égalité de moyens. Ça veut dire que finalement, il serait possible d'avoir dans les 31 académies que nous avons en France les mêmes moyens par élève. Ce n'est pas le cas. Si vous regardez par exemple l'Académie de Corse, il y a des moyens 40% supérieurs à l'Académie de Rhône-Alpes, ce qui est quand même très important, 40%. Et si on regarde au niveau des départements, c'est pire. Et si on regarde l'égalité des chances, on parle à ce moment-là de déterminisme social. Est-ce qu'il est possible à un jeune issu d'un milieu modeste d'avoir accès à l'école, la meilleure école qui soit? Et là encore, la réponse est bien sûr plutôt négative. Si on regarde la République sociale, ça veut dire que la République va s'occuper des plus démunis, va aider ceux qui ont le plus grand besoin d'être aidés, en quelque sorte. Et ça veut dire en quelque sorte qu'on aurait une possibilité de discrimination positive pour aider les plus démunis à l'école. Or, si on regarde les chiffres, on s'aperçoit que ceux qui sont les plus démunis à l'école, c'est-à-dire ceux qui sont d'origine modeste, ce qui représente quelque chose comme 15% de la population des écoliers, ce qui est très important, près de 2 millions d'élèves, ils reçoivent en excès de budget 2% du budget. 2% du budget, c'est un budget de 64 milliards. C'est-à-dire qu'on dépense 1,7 milliard en plus pour aider les élèves. C'est un des plus gros budgets de l'État. Hein. C'est le deuxième plus gros budget. Le premier, c'est quand même le remboursement de la dette, 100 milliards. Oui. Ah, si on peut. Quand même. Donc, disons que c'est le premier, hormis le remboursement de la dette. Et enfin, la fraternité. La fraternité, c'est l'entraide mutuelle. Est-ce qu'il y a une véritable entraide mutuelle? Ça voudrait dire que finalement, les élèves qui réussissent le mieux peuvent aider ceux qui réussissent le moins bien. Encore faudrait-il qu'il y ait une certaine mixité sociale, que les uns et les autres soient mélangés. Or, on sait très bien qu'il y a une très forte ségrégation scolaire, d'abord sociale mais scolaire, entre le centre-ville, les périphéries, les banlieues, et ensuite de ça, les zones rurales. En conséquence de quoi, il n'y a pas vraiment de fraternité. Donc les trois principes essentiels, si vous voulez, qui fondent l'école et qui devraient fonder une école républicaine, ne sont pas vraiment respectés. Est-ce que ça veut dire... En conséquence de quoi, j'en termine, oui. L'école républicaine est un mythe. Est-ce que ça veut dire... Et l'école, comme le dit M. Pillon, M. Pillon l'a dit lui-même, il l'a écrit dans un document de l'OCDE, l'école qui est là pour réduire les inégalités sociales, non seulement les perpétue, mais les aggrave. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres missions que l'État s'est données sur l'école, que la République s'est donnée? C'est simplement les trois principes de la devise républicaine qui doivent être appliqués à l'école. Si on vous comprend bien, c'est tout ce que la République a à faire. C'est pas mal déjà, elle ne le fait pas, on vous entend, mais il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas d'autres missions que la République s'est donnée. Il y a une mission qui est implicite, si vous voulez, qui est à quoi sert l'école finalement? À permettre à chacun de réussir sa vie privée, sa vie sociale et sa vie professionnelle. Or, si on regarde le cas général, on s'aperçoit que la vie privée de beaucoup de Français est en déshérence, le moins qu'on puisse dire. C'est ce qu'a dit M. Valls dans son discours à l'Assemblée générale cet après-midi. Énormément de Français, il s'est promené dans la France, c'est parce qu'il y a énormément de Français qui sont en très grande déshérence, une très grande pauvreté qui s'accroît. Donc la vie privée est à mal. La vie sociale, on voit très bien qu'il y a un capital social qui se délite dans notre pays parce qu'il y a de plus en plus de ségrégation sociale. Et la vie professionnelle, on sait très bien que l'école, si elle permet de la transmission de connaissances, ne permet pas suffisamment l'acquisition de compétences. Et c'est à travers des compétences qu'on acquiert un emploi. Alors, on va revenir sur cette question des compétences parce qu'elle est centrale et quelquefois on a tendance à oublier que l'école, c'est aussi un lieu d'apprentissage de savoir. Bon, on va revenir là-dessus, évidemment, notamment avec vous, Monique Aquilina. Je voudrais me tourner vers vous, Fernand Girard, parce que quand on parle de valeurs et de missions qui font de l'école, quelle place elles ont, ces valeurs et ces missions, dans les fameux contrats que passe l'école privée avec l'État, et plus particulièrement l'enseignement catholique, puisque vous le connaissez bien? Est-ce que c'est quelque chose qui est discuté? Faites attention à l'égalité, à la fraternité. Alors, je voudrais vous dire pour commencer que la nation fixe à l'école, qu'elle soit publique ou privée, les mêmes objectifs de permettre aux élèves d'accéder aux valeurs de la République. Alors vous dites, bon, c'est peut-être un peu vague comme ça, mais si je pose la question autrement... Je ne le dis pas, mais je le pense un peu, oui. Si je pose la question autrement, de cette manière, est-ce que l'école aujourd'hui, publique et privée,
permet aux enfants d'être libres, égaux et fraternels. Là, vous voyez, je sens qu'on pourrait débattre plus que la journée, plus que la nuit, car c'est ça la question. Est-ce que l'école est un des outils, au sens noble du terme, pour aider les jeunes à être libres, égaux et fraternels? J'ajoute que ça, c'est un idéal. Ça supposerait une exemplarité dans toute la société. Le débat école-société, vous voyez. On peut aussi peut-être ne pas demander à nos jeunes d'être le contraire de ce que certains adultes proposent tous les jours comme modèle. Et puis ça suppose effectivement qu'on aide les jeunes à avoir la capacité à raisonner dans la société pour leur place d'hommes, de citoyens, de consommateurs, de consommateurs. Il faut, effectivement, donc c'est une grande mission que l'école républicaine. Alors, on entend bien une question de développement individuel, finalement, de former des hommes et des femmes libres, égaux et fraternels, mais on a envie de vous dire un peu en forme de provocation, peut-être à vous, Monique Aquilina. Je n'ai pas répondu à la question sur l'enseignement privé. Oui, mais c'est pas grave, votre temps de parole est terminé, ça y est. Ah bon, Il faut quand même que je vous dise une chose. Allez-y, dites-le-moi. Parce que vous allez me dire, mais que vient faire l'enseignement privé là-dedans? Alors, c'est simple. La Constitution française de 58, pour y revenir, reprenant celle de 46, a défini en France 2 responsabilités pour l'État sur l'enseignement. 1, l'organisation d'un enseignement public, comme ça vient d'être dit, et deuxièmement, le respect de la liberté d'enseignement. Que la loi Debré ensuite a repris. Que la loi Debré a repris et a illustré. Et c'est d'ailleurs une reprise de la Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle dit que les familles, les parents ont le droit de choisir le genre d'éducation conforme à leur identité culturelle. Voilà. C'est d'ailleurs un autre débat. Il y a donc en France 4 types d'enseignement, si on peut dire, l'enseignement public, l'enseignement privé associé à l'État, je préférerais dire d'ailleurs l'enseignement associatif, parce que le mot privé, c'est le privé commercial, et ensuite la famille aussi peut être chargée d'enseignement pour ces jeunes. Ça fait 4 modalités aujourd'hui pour faire réaliser un jeune sa croissance dans la société. Fernand Girard, la question quand même est simple. L'école privée, l'école catholique est coopérateur de l'État? Oui, absolument. Pleinement coopérateur. Pleinement coopérateur. Quelle que soit d'ailleurs les missions que l'État se donne. Et c'est la loi Debré qui est d'ailleurs un magnifique concept que beaucoup de pays nous réclament parce que ça consiste à appliquer les règles générales de la scolarité prévues par l'État français et auxquelles nous collaborons, et d'ajouter à cela le projet éducatif particulier qui est respectueux du choix des familles. Donc, ce qui évite aux familles et à la société de se communautariser, c'est-à-dire de faire des écoles privées fermées sur elles-mêmes, homogènes dans leur public, et que s'y situe le communautarisme, c'est un principe de lutte entre des clans et des tribus. Voilà. Donc la loi Debré appartient, c'est un pilier du socle républicain aujourd'hui. Pour peu que le contrat soit établi. Pour peu que le contrat soit établi, qu'il soit respecté par tout le monde. Je voulais quand même vous poser la question, Monique Aquilina, donc que j'avais prévu de vous poser, je vous la pose quand même. On comprend bien que le développement de l'élève est important, que les valeurs de la République sont là aussi, pour que l'école est là pour lui faire porter, mais on a envie de se dire, est-ce que la République n'a pas comme première mission finalement d'instruire l'élève ? De lui communiquer des connaissances, de faire en sorte qu'il apprenne des choses qu'il ne savait pas en arrivant à l'école, qu'il saura en repartant. C'est bien le développement intégral de l'élève, la liberté et la fraternité, mais c'est peut-être le savoir qui est le plus important. Certainement, mais le savoir pourquoi faire. Alors moi, je voudrais avant de démarrer, je voudrais dire que je suis le pur produit de l'école républicaine. Je tiens beaucoup à le dire, mais bon... J'ai 57 ans demain, et donc il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. À l'époque, moi, mes parents, c'était des ouvriers, des petits fonctionnaires, et je vivais dans les quartiers nord à l'époque où on avait Paris, de Marseille. De Marseille. Vous entendez mon accent. C'est vrai que vous avez gardé votre accent. Donc, voilà. Et à l'époque où on avait monté ces HLM pour loger les petits fonctionnaires, les ouvriers. Et donc j'étais première de classe et on est venu me dire que j'allais intégrer le lycée de centre-ville, un des lycées de centre-ville. J'allais faire de l'allemand en langue vivante 1 et du latin. Ah oui, comme tous les premiers de classe, forcément. Voilà, comme tous les premiers de classe. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on vit dans les zones d'éducation prioritaire, et j'y ai vécu pendant 17 ans parce que je tenais profondément à vivre là où vivaient mes élèves, on peut s'interroger sur la place de la République dans ces lieux. Je pense que la République n'a pas oublié son école. Elle y consacre beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens. On en a parlé tout à l'heure. C'est le deuxième budget de l'État après le remboursement de la dette. Ouais, on peut dire que c'est le premier budget de l'État quand même. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Et les chiffres, Bernard Hégonier reviendra. On va y revenir pendant tout ce séminaire. Les chiffres sont de plus en plus catastrophiques. On a 20% des élèves qui s'en sortent très bien,
qui sont les enfants des cadres supérieurs et les enfants d'enseignants. Et puis les autres, eh bien, sont dans la moyenne basse et voire dans des difficultés extrêmes. Donc je crois que le fait de ne pas se saisir de cette question, comment fait-on pour redresser la situation qui dégénère, fait que dans les banlieues, on peut avoir le sentiment que on est des oubliés de l'école. Alors Monique Aquilina, vous avez passé 17 ans en ZEP, en zone d'éducation prioritaire, avant de rejoindre, vous le dites vous-même, une zone d'éducation privilégiée à Neuilly-sur-Seine. Un autre ghetto. Et vous l'avez dit dans une interview, j'ai voulu changer parce que j'avais fait... Vous avez entendu ce qu'a dit Monique, elle a dit un autre ghetto. Un autre ghetto. On va y revenir aussi, c'est aussi intéressant. Dans une interview, vous disiez, j'ai fait le tour de la question. À vous entendre, ça fait un peu peur. C'est-à-dire que finalement, vous avez fait le tour de la question, mais vous dites vous-même, la situation est toujours aussi alarmante. Et on peut tourner autour de la question et sans trouver la solution. Ou alors en la trouvant de façon très ponctuelle. Oui, je crois qu'il y a un temps pour faire et un temps pour changer. Je ne vais pas vous raconter là, ce qui a fait que j'ai demandé mon changement. Ça serait trop long et voilà. Donc, je crois qu'au bout d'un moment, et c'est une question essentielle qu'on doit se poser pour expliquer l'échec de l'école. Il y a des situations, des quotidiens d'enseignants, d'équipes qui sont très compliqués, très difficiles à vivre. Quand vous arrivez le matin, moi, quand j'ouvrais mon établissement le matin, d'abord, je le suis toujours à Neuilly, j'ai gardé cette habitude, je me demandais toujours ce qui allait se passer. On est toujours sur le fil du rasoir. J'ai connu des situations de violence, je pourrais écrire 3 livres. Voilà, j'ai connu des couteaux, des classes où on ne fait même pas cours, disiez-vous. Alors le collège, en lycée c'est encore différent. En collège, il y a un tel bruit dans les classes de collège que le cours peut pas avoir lieu. Qu'on me raconte pas d'histoire. Mais malgré cela, voilà, il faut savoir que dans certains quartiers, l'école est tout ce qu'il reste aux enfants. Tout ce qu'il reste. Elle est très dégradée, mais c'est tout ce qui reste. Oui, elle est très dégradée, mais il faut qu'elle demeure et qu'elle trouve des solutions pour justement redonner de l'espoir à ses enfants. Alors, je voudrais qu'on parle un tout petit peu du rapport PISA, parce que ça a quand même été une actualité importante l'année dernière. C'est dans la droite ligne de ce que vous venez de dire, Monique Aquilina. Le rapport PISA, alors je précise, c'est le Programme international pour le suivi des acquis des élèves. C'est ça que ça veut dire, PISA, en anglais. Compare le niveau des élèves dans 65 pays. Et dans la dernière édition du PISA, donc c'était en décembre 2013, la France est globalement très mal classée sur beaucoup de critères. Bernard Gonnier, la faute à qui? La faute au prof, au programme, à l'hyperstructure, et l'hyperstructure pour ne pas dire le mammouth, on ose le mot, éducation nationale. Est-ce que, où est le problème de cette République finalement qui, comme vous le disiez, néglige son école? Il y a 2 questions dans votre question. La première, c'est de savoir pourquoi la France n'a pas de bons résultats dans PISA. C'est-à-dire qu'ils ils sont pas terribles. C'est moins compliqué. Non, mais dans les 34 pays de l'OCDE, on est 15e à peu près. C'est pas si mal que ça. Bon, on pourrait faire mieux. Un petit peu le verre à moitié vide et plein, quand même. C'est pas nul, on peut faire mieux, c'est vrai. Et dans les 65 pays de l'OCDE, hors OCDE et hors OCDE, on est 23, 25e. Bon, c'est vrai que si on avait posé la question en 2000, avant que PISA n'existe, à quelques fonctionnaires et à quelques experts de l'éducation ou quelques sociologues de l'éducation, puisqu'ils sont nombreux, on leur avait posé la question de savoir est-ce que l'école française est une des meilleures du monde? Ils auraient tous levé la main en disant on est dans les 5 premiers et encore je suis modeste. Et si on leur avait posé la question de savoir est-ce que l'école française est très équitable, j'aurais dit bien sûr, l'école républicaine, on est les meilleurs du monde. On n'est pas les meilleurs du monde, on est les plus mauvais du monde en matière d'équité. L'école française est l'une des plus inégalitaires au monde. Non, on n'est pas c'est la plus inégalitaire. C'est ce que dit Andreas Schleicher, qui est le grand patron du PISA, une des plus. Alors lui, il dit une des plus, mais vous allez un peu plus loin. Alors que l'égalité est un sujet omniprésent dans le débat. Voilà, l'égalité, c'est vraiment un mot qu'on a tous à la bouche en France, et l'école française est la plus. Oui, alors comment c'est mesuré? C'est mesuré, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'impact que peut avoir votre milieu social sur vos performances. On sait très bien qu'il y a une corrélation négative entre les deux. C'est plus bas et votre niveau social, plus bas et vos performances à l'école. Et dans PISA, c'est évident. Mais l'impact est le plus fort de tous les pays de l'OCDE en France. C'est ça qui est dramatique. Et non seulement il est le plus fort, mais en plus de ça, il s'aggrave. Et il s'aggrave le plus dans un pays, la France. Alors, à qui la faute? Ma deuxième question.
Alors, oui, mais c'est la deuxième question. Mais je n'ai toujours pas répondu à la première, c'est savoir pourquoi la France a de mauvais résultats dans PISA. C'est peut-être pas forcément parce qu'on a un mauvais système éducatif, parce que, comme l'a dit Monique, c'est un bon système pour pas mal d'étudiants. Pour les 20% qui vont s'en sortir. Oui, je dirais peut-être un oui. petit peu plus, je dirais peut-être 60%, disons. Ah, quand même, oui, c'est même beaucoup plus Non, mais que 20. si on prend les chiffres stricto sensu, dans PISA, il y a 22,3% de jeunes qui sont en grande difficulté en mathématiques. Bon, on sait très bien que c'est la règle. 22,3%, donc je dirais de l'ordre de 25% d'élèves en grande difficulté. En grande difficulté, ça veut dire qu'ils ne sont pas à même de comprendre la question qui leur est posée. Il faut rappeler aussi qu'il y a quand même 12% d'illettrés en France, 2 500 000 illettrés en France. Alors, je vous coupe. Alors, si je réponds à votre question sur PISA... Je vous suspends, parce que je voudrais juste en profiter pour poser une question à Fernand Girard. On va reprendre... J'y reviendrai. Oui, bien sûr, vous y reviendrez. En 1950, on avait 5% de bacheliers en France. En 2014, 80%. Pas tout à fait. Après 79,8, je crois. Au niveau bac. A priori, on a tout gagné. On a réussi à amener les élèves au bac. Ça veut dire que l'école a botté en touche vers le haut, Fernand Girard, et que finalement, maintenant, c'est l'enseignement supérieur qui doit se débrouiller avec des élèves qui ne comprennent pas les questions. Aujourd'hui, tout jeune, quand il rentre à l'école, a toutes les chances d'être conduit vers un parcours vers l'enseignement supérieur. Puisque, effectivement, dans nos sociétés développées et technologiques, on dit qu'il faut avoir un haut niveau de formation pour participer à la vie sociale et à la croissance. Voilà. Alors, le problème en France, c'est qu'on a continué à faire de l'enseignement général, et probablement là, nous avons un bon enseignement général encore, et on a fait comme s'il n'y avait que 20% des élèves ou 30% qui continuent à aller à l'école. On a oublié que, pour les autres, il fallait changer, réinventer le modèle scolaire. On ne l'a pas fait. Et on ne l'a pas fait. On a négligé le chemin faisant l'enseignement professionnel, à tous les niveaux, y compris supérieur. Oui, qui a une très très mauvaise image en France. L'enseignement technologique, qui est essentiel aujourd'hui pour comprendre la société et vivre la croissance et l'innovation. Et surtout, on va regarder dans le primaire. Quand on constate une difficulté chez un enfant, qu'est-ce qu'on voit? On met a des difficultés au premier trimestre. Si vous allez chez le médecin aussi, on dit vous avez de la fièvre. On le calcule, mais on met une note. Au second trimestre, on met continue à avoir des difficultés. Oui. Et à la fin de l'année, on met la difficulté est confirmée. C'est-à-dire que si vous alliez chez votre médecin et qu'il vous dit monsieur, vous avez 40 de fièvre, et puis qu'il vous lâche, il n'y a pas le diagnostic et il n'y a pas le traitement, la difficulté devient un handicap. Et faute de traiter les difficultés tout de suite, quand elles se posent, qui sont souvent pas si graves que ça, les difficultés se cumulent, deviennent des handicaps, et entraînent le handicap très haut, jusqu'à 80%. Donc c'est vraiment le handicap social, là. Et c'est le handicap social. Et donc, le problème est à prendre à la base, dans la capacité de suivre chaque élève. On n'est pas simplement devant un transfert de connaissances à l'école et de savoir, on est devant le suivi de chaque élève pour qu'il intègre les connaissances. Alors, vous voyez... Le problème, c'est qu'on doit être des intégrateurs du savoir et de la connaissance, et ça passe par des personnes qui ont des visages, un parcours social, des difficultés, une famille qui a été plus ou moins favorisée, etc. Donc, ce problème d'adapter à l'élève, nous ne savons pas le faire. On travaille encore, pardonnez-moi, dans l'épicerie de gros, si vous voulez, pour des consommateurs qui vont bien, pour une cible de clients. On devrait travailler dans l'épicerie fine, client par client. Un système ancien pour un monde nouveau, finalement. Voilà. On n'est pas... Alors, vous voyez, je voulais faire ce détour par le repos de Fernand Girard pour vous laisser finir sur ce que vous disiez, Bernard Gonier. À qui la faute? C'était ma deuxième question, vous vous souvenez? Je ne veux pas jeter le discrédit sur quiconque. Je dirais simplement qu'il y a un problème technique dans PISA, qui est qu'on ne demande pas aux jeunes de vérifier, d'assurer leurs connaissances qui sont liées au programme. On leur pose des questions sur un programme qui est un programme universel, qui est le bagage que les jeunes de 15-16 ans devraient posséder une fois qu'ils ont tous oublié ce qu'il y a à l'école. C'est ça, PISA. Et les jeunes Français sont en plein désarroi lorsqu'on leur pose des questions de ce type-là, parce que les jeunes Français sont habitués aux questions de cours en mathématiques, où ils sont habitués en français à analyser les auteurs et les œuvres. Or, dans les pays qui réussissent bien dans PISA, on ne leur pose pas simplement des questions sur les questions de cours, on leur pose des questions d'application. Et PISA, ce sont des applications, ce sont des exemples. Et en littérature, on ne leur pose pas des questions sur les auteurs, on ne pose pas des questions sur Victor Hugo ou Les Misérables, on pose une question sur des documents comme un bulletin de salaire ou un horaire de train.
des documents qui sont des documents courants qu'un jeune de 15-16 ans, j'ai un fils de 18 ans qui est absolument incapable d'utiliser un bulletin, de lire un bulletin de salaire. Ce que vous nous dites, Bernard Et donc Meunier, les jeunes sont très en difficulté. Et quand ils sont en difficulté, au lieu d'essayer de répondre, ils s'abstiennent. donc vous mettez en cause plutôt la méthode PISA que l'école. Et à l'école, il vaut mieux apprendre à lire un horaire de train ou à lire Les Je mets en Misérables. question les deux. L'école est faite pour quoi L'école est trop théorique, Oui. elle n'est pas assez pragmatique, et l'école pratique principalement la déduction. C'est-à-dire on part du théorème pour aller au corollaire, du corollaire on part à l'application. Or, la connaissance et la compréhension est limitée à partir du moment où vous passez de la déduction. Elle est beaucoup plus élevée quand vous faites de l'induction. Vous partez d'un exemple, comment fonctionne un boomerang pour comprendre la géométrie dans l'espace. Vous voyez ? Et l'induction, qui est un système qui est utilisé, un système pédagogique qui est utilisé dans de nombreux pays, notamment en Asie, fonctionne beaucoup mieux. Il est beaucoup plus lié, si vous voulez, au programme qui est celui de PISA. Alors, excusez-moi d'être un petit peu peut-être basique, mais le savoir académique, la culture que l'on transmet, vous parliez des Misérables, pourquoi pas, parlons-en, ça doit passer en second plan. Les théorèmes de mathématiques, c'est pas forcément ça qui est important. Il faut réviser finalement notre mode pédagogique dans l'école française. Ce que je veux dire, c'est que au lieu d'essayer d'apprendre à lire aux jeunes, essayez de leur apprendre à comprendre. C'est ça l'essentiel. Mais il faut quand même qu'ils commencent par savoir lire, non ? Oui, bien sûr, mais quand vous lisez, vous pouvez lire sans comprendre. Et il y a beaucoup de jeunes qui lisent sans comprendre. Apprenez-leur à comprendre, c'est ça l'essentiel. Donc vous pouvez ensuite de ça construire une culture à partir du moment où vous comprenez. Mais si vous ne comprenez pas, que vous êtes mal à l'aise vis-à-vis d'un texte, et encore plus vis-à-vis d'un énoncé de mathématiques, vous ne pouvez pas avancer. Et il y a beaucoup de jeunes, comme je l'ai dit, 22,5% des jeunes, qui ne comprennent pas l'énoncé d'un problème, parce qu'ils ne savent pas bien lire. Il y a 15% qui sortent de l'éducation primaire, qui sont en grande difficulté, ils sont 22,5% à la fin du secondaire. Donc le secondaire aggrave les difficultés de ces élèves. Donc commençons par le début, commençons par le CP, ayons un CP très très fort, et ne permettons pas aux élèves et aux professeurs de laisser des élèves sans posséder les fondations essentielles, lire, calculer, compter, etc., à la fin du CP. Alors, je repose ma question. Quel est le premier moteur ? Où est-ce qu'il faut toucher pour que ça fonctionne ? Les enseignants. Les enseignants. Mais les enseignants, ils ont des programmes à suivre. Oui. Ils ont des manuels qu'il faut... C'est là où le bas blesse, si vous voulez. Si l'objectif du professeur est de terminer le programme, ça veut dire quoi ? Qu'il avance dans son programme. Ceux qui suivent, sont les bons élèves. Il y a quelques-uns qui ont des difficultés à suivre, sont les moyens élèves. Et ceux qui lâchent, ils ne suivent pas. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au mois de février, le professeur sait très bien quels sont les élèves qui vont redoubler, parce que sa solution à lui, ce n'est pas d'aider les élèves qui sont en difficulté, c'est les faire redoubler parce qu'ils sont en difficulté. Madame le proviseur, vous confirmez ça ? C'est-à-dire qu'il faut changer. C'est des profs qu'il faut transformer. Bon, je pense que ce qui se passe dans la classe est essentiel. Voilà. Jusque-là, on est assez d'accord. Oui. Sauf qu'ensuite, il faut s'interroger sur pourquoi il n'y a rien qui change dans les classes. Voilà. Alors, j'ai commencé par dire que j'étais le pur produit de l'école républicaine. C'est pour ça que parfois je suis très sévère. Vous êtes enseignante vous-même, hein, oui, je suis enseignante. Et puis, voilà, comme je dois beaucoup à l'école, je suis très sévère parce que je veux que cette école recommence à fonctionner. Vous disiez à qui la faute ? Oui. Bon. Je vais éviter de parler la langue de bois, ça n'engage que moi. Je crois que lorsqu'on dit qu'il y a 20% des petits Français, des jeunes Français qui réussissent et que ce sont les enfants des dirigeants et des profs, c'est aussi la faute aux dirigeants et aux profs. Voilà, et aux dirigeants, aux politiques. Voilà. On sait très bien. C'est pas forcément les mêmes. Alors, on a eu des premiers ministres qui étaient profs. Mais bon, attendez, l'inspection générale, c'est pas des ce sont des gens de l'éducation nationale. Hein. Ce sont les gens qui dirigent l'éducation nationale. C'est pas le ministre. Ce sont aussi des produits Bien. Deuxièmement, à qui la faute ? Je crois que la faute, c'est aussi au fait que on a infantilisé les enseignants et qu'on les a mis en incapacité de réagir. C'est-à-dire infantilisés. On leur donne des programmes à suivre, ce sont des machines, ils n'ont pas de marge de manœuvre. Ce ne sont pas des machines, ce sont des gens qui ne sont jamais sortis du système scolaire et qui ont peur de leur inspecteur. Il y en a une là qui est... Voilà, qui par ailleurs sont des gens, oui, il y en a au moins une dans la salle avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui par ailleurs sont des gens qui disent aux profs, allez-y, tentez les choses, de toute façon, ce que vous faites, ça ne fonctionne pas.
Donc, innover. Et vous avez encore des profs qui disent, mais le programme, mais est-ce que j'ai le droit? Mais vous savez, il y a l'ancien DGESCO, Jean-Pierre Blanquer, qui a été recteur de la DGESCO, qui a été recteur de l'Académie de Créteil, et qui se rendait beaucoup dans les établissements scolaires, et qui disait aux enseignants, trouvez des solutions, on vous aidera à faire. Et il avait des enseignants qui lui disaient, mais est-ce qu'on a le droit? Il disait, mais je suis le recteur de l'académie, vous avez le droit. Voilà. Donc je crois c'est aussi la faute aussi au système qui a infantilisé les enseignants. Mais pourquoi les enseignants croient ça? C'est comme il y a même quand même des raisons. Ils ont un système de notation, une progression administrative. On pourrait en parler de l'évaluation, l'échec du système scolaire et l'évaluation. Mais écoutez, on n'a pas le droit à l'échec dans la classe. Oui. Hein? Donc les profs vivent un stress finalement par rapport à ça. Élèves surtout. Oui. Les élèves. Mais les profs. Quand on n'a pas le droit de se tromper, on ne tente rien. Donc je crois qu'il y a un réel problème dans les systèmes d'évaluation utilisés dans les classes. Vous dites que les profs ont une marge de manœuvre qu'ils n'utilisent pas assez. Énorme marge de manœuvre. Mais c'est fou, des proviseurs ou des directeurs comme vous qui leur donnent la marge de manœuvre peut-être. Quand vous étiez dans vos ZEP, un peu compliqué, vous l'avez raconté, vous avez pu innover. Mes enseignants ont pu innover, pas moi. C'est qui leur a donné l'autorisation d'innover? Ils se la sont donnés. Je les ai rassurés, je me suis appuyée sur des inspecteurs pour les rassurer aussi, parce que vous savez qu'on a 2 systèmes hiérarchiques dans les établissements scolaires, on pourrait en parler aussi, hein. Ça sclérose beaucoup le système. Donc je me suis appuyée sur les inspecteurs qui leur ont donné l'autorisation d'innover, qui les ont rassurés, et ils ont fait, et ça a très bien marché, puisque l'établissement que je dirigeais est passé d'un taux assez bas de réussite au baccalauréat à un taux très haut. Par exemple on est passé de 70% à 95%. En faisant quoi, par exemple? En laissant les enseignants trouver des solutions aux problèmes qui étaient le leur. Je vous donne un exemple. Oui. Je préside un conseil d'enseignement en histoire-géographie la première année qui a suivi mon arrivée au lycée Galilée. Et j'avais constaté... À Gennevilliers. Donc j'avais constaté que la moyenne en histoire-géographie en classe de seconde n'atteignait pas 6. 6 sur 20. Bon. Donc, la première question que je pose à mes enseignants pendant le conseil d'enseignement, je leur dis, mais comment vous faites pour gérer ça? Parce que, bon, après, on ne s'étonne pas qu'il y ait de la violence, qu'il y ait des enfants qui décrochent. Bon. Et là, j'ai un enseignant, par ailleurs extraordinaire, qui me dit, mais Madame Aquilina, comment fait-on pour évaluer le niveau des élèves avant la période d'orientation, notamment pour les élèves qui vont passer en section économique et sociale, où l'histoire-géographie est une matière très importante. Et en avril, j'avais présenté un tableau de bord où je montrais que dans notre établissement, 15% des élèves allaient en ES. Donc je réplique, vous évaluez donc les élèves, vous construisez vos évaluations pour les 15% des élèves que vous allez orienter en première ES, et les autres. Et tout d'un coup, les enseignants se sont mis à réfléchir sur des stratégies d'évaluation qui sont toujours en œuvre, hein, et qui ont permis à chaque élève de s'orienter, d'être dans une spirale de la réussite, parce que il y a une spirale de ne pas être meilleur en histoire géo. Mais si, d'être meilleur en histoire géo, parce que lorsqu'on a à chaque contrôle des 5, des 4, des 5, des 6, puisqu'on parlait de 6 de moyenne, ben on décroche, monsieur. Vous savez, moi je suis prof de PS, de formation, et je le revendique haut et fort. Prof de gym. Prof de gym, on va dire ça comme ça. Voilà. Prof de gym. Vous mettez un élève en situation de travail, hein, voilà, d'apprentissage, et je donne toujours un exemple, le saut en longueur, hein, mais au lieu du sable, vous avez de l'eau. Vous mettez la barre ou la distance trop éloignée du niveau maximum que peut atteindre l'élève à une certaine époque, à une certaine période, en sachant que ça va changer, hein, le fait que vous l'accompagnez, que vous mettiez en œuvre des situations d'apprentissage, va le faire avancer. Vous mettez la barre trop haut, il va le faire une fois, il va se mettre à l'eau une fois, 2 fois, et ensuite, il n'a pas beaucoup de solutions. Soit il met, ce que je dis entre guillemets, la pagaille dans votre classe, soit il ne vient plus. Et on appelle ça le décrochage. Donc je crois que l'enseignant, et c'est un vrai métier d'enseigner, donc c'est vraiment très important qu'on se repose cette question, ça ne s'improvise pas. L'enseignant doit travailler
pour mettre en place des niveaux d'exigence qui permettent aux élèves de progresser et de ne pas se décourager et, voilà, et de réussir. C'est donc d'abord, si je comprends bien, une question de relation personnelle entre l'enseignant et les élèves. Non, pas de relation personnelle. Pas personnelle, en tout cas une meilleure compréhension de ce qu'est l'élève. Non, pas de relation personnelle, de relation professionnelle. Professionnelle, pas personnelle. Avec un regard un peu différent sur l'élève, peut-être, que celui simplement que la note peut donner. Oui, mais moi je milite pas pour le fait qu'il n'y ait plus de notes à l'école. On va en parler de la note parce que c'est un sujet un peu récurrent. L'évaluation, ça sert aussi. Oui. Pour moi, l'évaluation, c'est où j'en suis pour savoir où je veux aller. On va en Donc parler. c'est essentiel. Fernand Girard, vous vouliez intervenir? Simplement pour dire que il y a une correction de trajectoire globale à faire. L'identité professionnelle d'un enseignant, elle est calculée à partir de sa formation. C'est le spécialiste d'une discipline à transmettre. Or, ça n'est pas l'identité d'un enseignant. C'est pas fait pour ça. Connaître une discipline, c'est une des conditions d'exercice de son métier. Mais ça n'est pas son métier. Son métier, c'est communiquer à quelqu'un, à quelque âge qu'il soit de sa vie, dans quelque difficulté que ce soit, la manière de se comprendre lui-même, ce jeune, la vie, la société, à partir d'une discipline. Et en plus, comme le réel est compliqué à comprendre, de travailler avec les autres pour faire comprendre que le réel ne dépend pas d'une seule discipline. Donc il y a une correction de trajectoire globale, culturelle à faire. Et elle concerne toute la gouvernance de l'éducation, les parents d'élèves parfois. Eux aussi, ils parlent en discipline, avec en discipline, les maths, la géo, l'histoire... Peut-être qu'ils ont souvent été eux-mêmes dans ce système. Nous sommes tous là. Souvent. Et or, l'enseignement, c'est la capacité à communiquer à quelqu'un une compréhension de lui-même, de la vie, de la société, le faire progresser à partir, bien sûr, d'expertise disciplinaire. Mais ce n'est pas un spécialiste qui transmet une spécialité disciplinaire. Alors là, il y a un sujet de fond à retravailler sur les programmes, sur l'inspection, sur l'animation, sur l'identité professionnelle de l'enseignant. Alors, on a parlé des profs, on comprend bien ce que vous voulez dire. Je voudrais quand même qu'on fasse un petit détour par les ZEP, et donc par une autre façon de voir le système éducatif. On pourrait penser que les zones d'éducation prioritaire, c'est finalement un système assez inégalitaire et très coûteux. On met beaucoup d'argent sur quelques établissements. On entend parler du grand échec depuis 30 ans. Enfin, on entend des choses très sévères sur les ZEP. Il y a une réforme qui vient d'être à nouveau mise en œuvre, qui s'appelle rien que moins la refondation des ZEP. 350 millions d'euros sur 350 établissements. Il est prévu du temps et de l'aide pour les professeurs. Alors, Monique Aquilina, vous connaissez assez bien, je crois, les ZEP. Est-ce qu'on peut y croire à celle-là, de réforme, juillet 2014? Bon, moi... Est-ce que c'est un moyen que la République n'oublie pas son école? Certainement. C'est peut-être aussi un peu un alibi. Un alibi? Oui, parce que, voilà... on injecte des moyens, mais les moyens ne suffisent pas. Moi, je pense que la réussite de l'école ne s'explique pas que par les moyens. Moi, j'ai vu, vous savez, j'ai assisté au plan de rattrapage de la Seine-Saint-Denis. Ça a été le plan le plus important qui a existé. Hein. Et puis, j'ai ensuite... été informée des résultats, voilà, puisque je siégeais dans des comités techniques et paritaires départementaux. Il n'y a rien qui a changé. C'est-à-dire que on a diminué considérablement le nombre d'élèves dans les classes, ce qui est important hein, pour faire de l'accompagnement individualisé. Mais si c'est pour faire, et c'est ce qu'on a fait dans la plupart des cas, la même chose que lorsqu'on en a 24 ou 25, c'est pas la peine, ça ne sert à pas grand-chose. Hein. Donc je crois que ce qui est important dans les ZEP, et je reviens aux équipes et à l'accompagnement des équipes, ce qui est important dans les ZEP, c'est d'accompagner les équipes pour que les équipes enseignantes, encadrantes, pour qu'elles puissent réfléchir à ce qu'elles font, évaluer l'efficacité des moyens qu'elles mettent en œuvre. Et donc moi j'appelle ça souffler sur les braises. Et c'est pour ça que je disais que il y a de l'énergie, il y a beaucoup d'énergie dans les ZEP et dans le milieu éducatif en général. Le levier républicain est peut-être là. Faut souffler sur les braises pour arriver à faire bouger le système. On bricole, on mutualise pas.
comment un système comme celui de l'éducation nationale qui emploie combien de 840 000 enseignants. Voilà, déjà, j'étais près du million. Comment ce système-là n'a pas pu mettre en œuvre les moyens de communiquer sur ce qui fonctionne, parce qu'il y a des lieux où ça fonctionne bien. Oui. Donc, je crois qu'il faut aussi valoriser ce que font ces enseignants-là et puis essayer de mutualiser. Et en même temps, vous nous dites le tableau est bien noir quand même, enfin, c'est un mauvais jeu de mots. Il faut penser que dans un certain nombre de nos établissements en zone prioritaire, le français est une langue étrangère. Oui. Est-ce qu'on pourrait être réaliste? Ah ouais, c'est un peu l'objectif de notre soirée quand même. Ce que nous demandons aujourd'hui à l'école, c'est de devenir réaliste. Oui. C'est-à-dire là où dans une classe, il y a 30 nationalités représentées. Je pense à un établissement très précis dans lequel j'étais il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas un fait anodin. Ces jeunes-là ont tous une certaine identité culturelle perdue, retrouvée en difficulté, en déshérence. Ils ont quelque chose à dire, ils ont quelque chose à apporter. Il faut provoquer des échanges. Il faut permettre de se connaître un peu. Les mots n'ont pas le même sens. Le français est quelque chose d'inconnu. Il y a donc des programmes tout à fait adaptés, avec des équipes autonomes pour le faire, et pas simplement des normes à remplir. Alors, excusez-moi, quand on vous écoute, Bernard Hugonier, je voudrais que vous réagissiez. On a l'impression finalement que la égalité, fraternité et liberté, c'est bien, mais d'abord peut-être il faut être un petit peu plus concret, c'est-à-dire qu'il faut peut-être s'occuper de mettre les gens entre eux, leur apprendre à parler français ou à le comprendre. Est-ce que c'est pas ça aussi la mission de la République, avant même les valeurs à transmettre? Oui, moi je me référerai à un exemple que j'aime bien, c'est celui du Canada. On considère dans ce pays que le Canada n'existerait pas sans l'immigration. Donc l'immigration est un atout, c'est pas un handicap. Donc ça change la problématique, parce que j'ai un peu l'impression qu'en France, on considère que l'immigration, c'est plutôt un handicap. Alors qu'on sait très bien que l'avenir de notre pays, rien que pour financer d'ailleurs nos pensions, les nôtres et les vôtres, il faudra compter sur l'immigration. Que se passe-t-il au niveau de l'école au Canada? Eh bien, on considère que puisque vous faites venir des jeunes de l'étranger, pour éviter un déracinement social et psychologique, il est important que dans les programmes, on trouve des éléments de la culture, de l'histoire, de la géographie, de l'économie des pays d'où ces jeunes viennent. Et ça profite aussi aux jeunes Canada d'origine canadienne, parce qu'ils ouvrent un horizon sur le monde, au lieu de simplement connaître la petite géographie, la petite histoire du Canada. Pourquoi le fait-on pas? Donc c'est plus seulement nos ancêtres les Gaulois, c'est nos ancêtres. J'ai parlé, oui, bien sûr, autres. exactement. Bon, c'est un petit peu ridicule, c'est caricatural, c'est un petit peu ridicule. Mais on a créé un comité supérieur des programmes en France, et donc j'ai eu l'occasion de parler avec des experts qui font partie de cette commission, leur disant pourquoi on n'essaie pas de faire ce qu'on a fait dans le Canada et dans d'autres pays, notamment en Suède et en Finlande aussi, puisque le problème de l'immigration est un gros problème. On m'a regardé comme si je disais une grosse ânerie, alors que ça tombe sous le sens. Bernard Hugonier, l'iconoclaste. Je voudrais rebondir sur ce que disait Monique tout à l'heure, parce que je partage particulièrement son point de vue. Je crois qu'il faut considérer qu'en France, la raison pour laquelle on a autant de jeunes en grande difficulté, c'est parce qu'on l'accepte. C'est pas un dysfonctionnement. Une sorte de fatalisme, finalement. C'est pas un dysfonctionnement du système. Le système fonctionne pour créer des jeunes qui sont en difficulté, parce que, bon an, mal an, on considère qu'il y a une constante macabre dans notre économie. On a besoin de jeunes qui auront très peu de diplômes, très peu de culture, parce qu'il y a des emplois qui doivent être satisfaits, qui ne nécessitent pas une telle culture. Il y a 140 000 jeunes qui sortent du système éducatif en France sans aucun diplôme. On considère que c'est tout à fait sain et tout à fait normal. C'est moins d'ailleurs que dans le passé, et ce sera peut-être plus que demain. Mais on considère que c'est quelque chose qui est un acquis et finalement on en a besoin. Parce que l'économie a besoin de personnes qui ont très peu de compétences et de connaissances pour faire des emplois. Ce qu'il faut changer, c'est pas seulement les professeurs. Ce qu'il faut changer, c'est d'abord les programmes. Il faut alléger les programmes pour ceux qui sont dans les zones d'éducation prioritaire, qu'on appelle des REP, des réseaux d'éducation prioritaire. Il faut changer les psychologies, des psychologies qui soient plus interactives, qui soient plus basées sur l'action et sur le jeu, pour interroger, pour interpeller, pour que les jeunes soient plus conscients de ce qu'ils apprennent et soient plus intéressés de ce qu'ils apprennent. Il faut changer les systèmes d'évaluation, ce qu'on a fait à Gennevilliers, qui sont des systèmes d'évaluation qui sont plus formatifs qu'évaluatifs. Si vous avez si vous avez un 5 et qu'on ne dit pas pourquoi vous avez 5 et qu'on ne dit pas comment vous pourrez progresser, vous êtes condamné à vous dire je suis dans l'échec, je suis nul. En revanche, si on vous dit vous avez 5
parce que vous avez déjà acquis certaines connaissances, donc vous avez déjà 5, c'est bien. Maintenant, je vais vous aider progressivement avec l'école, avec le professeur, à avoir 5, 6, 7, 8 à progresser. Eh bien, vous êtes encouragé à faire des efforts. Voilà, mais ce n'est pas le cas. Alors, c'est pas seulement un constat, mais c'est aussi presque un pronostic finalement qu'on demande de poser grâce à la note. C'est plus qu'un diagnostic. Il y a un problème. Gérard, c'était votre image médicale. Oui, oui. Mais il y a un problème sur les métiers en France. On a pensé en France, peut-être le pense-t-on encore, que tout le monde est un col blanc, comme on dit. Que l'école, en tout cas, était Et on a pensé que l'école bleue devait être sous-qualifiée. Il y a 2 erreurs là-dedans. La première, c'est pas qu'il n'y a pas qu'une seule élite, on parle de l'élite. C'est totalement faux. Il y a une élite chez les bouchers, il y a une élite chez les boulangers, il y a une élite dans chaque métier, dans l'art, dans la culture. Toute l'élite n'est pas à Polytechnique et à l'ENA. Ah bah oui, Mais ça, c'est français, c'est dans les têtes. C'est même des fois depuis le berceau qu'on commence à faire des pronostics. En riant, certes. Et c'est de l'humour noir. Et alors, les métiers demandent aujourd'hui une qualification. C'est une erreur de penser qu'aujourd'hui, il faut sous-qualifier. Parce que les métiers sous-qualifiés, personne ne veut les faire. Donc, on a en plus l'erreur qu'il y a des métiers où il y aurait du travail, mais on ne veut pas le faire. Donc, un problème de valorisation. Donc, au contraire, il faut pousser à la haute qualification professionnelle, car c'est là qu'il y a l'innovation pour la croissance dans nos sociétés. Alors justement, on parle d'innovation, je voudrais que les quelques minutes qui nous restent, on les consacre à ça, Monique Aquilina. L'innovation, l'école est un terrain d'innovation, et peut-être que là, il y a un levier pour que l'école ne soit pas oubliée. Vous-même, vous avez innové dans les zones d'éducation prioritaire où vous êtes passé. Je voudrais que vous donniez peut-être un exemple ou deux, ou peut-être aller directement sur la question du numérique, qui est une grande question à l'école. Est-ce que c'est là un nouveau terrain, un terrain d'innovation, le numérique ? Je laisserai la parole sur le numérique parce que je suis très sévère sur le numérique. Ah bah allez-y, allez-y, madame le professeur, soyez sévère. Mais allez-y quand même. Lorsque je suis arrivée à Pasteur, lycée Pasteur, il y avait un VNI dans l'une des 61 vidéoprojecteurs interactifs, numériques interactifs, dans les 66 salles de l'établissement. Voilà. Donc, la craie et le tableau noir. Voilà. Donc, c'est un problème ? Je ne sais pas si c'est un problème, certainement. Alors, il va bien falloir que l'école s'y mette. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, je voulais revenir sur l'innovation. Je laisserai la parole à Bernard ou à quelques Fernand secondes, parce qu'on arrive à la fin de notre émission. L'école n'est pas... c'est pas dans ses gènes d'innover. Hein. Elle est là pour perpétuer. Hein. Voilà. Sauf que si elle n'innove pas dans certains lieux, les lieux où on a des difficultés, et ils sont de plus en plus nombreux, elle en crèvera. Hein. Voilà, parce que lorsque on lâche, c'est ce que disait Alain Boissineau, l'ex-recteur de l'Académie de Versailles, quelle est l'entreprise qui pourrait mettre à la casse toutes les années 150 000 voitures, véhicules, sans se poser de questions? Moi, je pense que si on n'innove pas, c'est-à-dire que si on n'autorise pas les élèves à réussir, à retrouver une image positive d'eux-mêmes, eh bien, on court droit dans le mur. On va droit dans le mur. Et j'ai vu, je termine, j'ai vu dans des zones d'éducation prioritaire des élèves devenus exclus de l'école, hein, puisque ça, on sait faire. On sait faire parce qu'on ne sait pas faire, justement. Hein, voilà. Donc, en dernier ressort, on exclut. Moi, j'ai connu des établissements scolaires, des petits collèges de 400 élèves qui excluaient 35 élèves par an. Et ces élèves-là, ils sont où? Ils sont dans les halls d'immeubles ou ailleurs. Et ils ne peuvent qu'exprimer de la violence. Et donc là, je crois qu'il y a vraiment une nécessité à trouver des solutions pour que ces élèves-là puissent réussir. Et l'innovation est des solutions essentielle. Qui seront fatalement nouvelles. Alors, écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Je vais vous demander, en guise de conclusion, à tous les trois, demain, vous êtes ministre de l'Éducation nationale. Fernand Girard, vous faites quoi en premier, en 20 secondes? En 20 secondes, qu'est-ce que je fais?
Je dis qu'il faut réinventer le processus scolaire, que ça réclame un travail en commun de toute la société, les acteurs, les parents, les politiques, et que c'est un problème durable. Vous rouvrez le débat, quoi. Autrement dit, je ne dis que je ne ferai pas tout, je ne serai moi comme qu'un maillon dans une chaîne dans laquelle on a commencé et qui terminera après moi. Et ce n'est pas le quinquennat. Monique Aquilina, vous faites quoi? Alors, pendant que vous réfléchissez, on va demander à Bernard Gognier, peut-être. Non, vous savez, vous avez trouvé? Je mets un maximum de moyens et d'énergie dans la formation des enseignants. C'est ça, vous vous concentrez sur les enseignants. Oui. Et vous leur exprimez qu'ils ont plus de liberté qu'ils le croient. Je leur exprime que la clé, la solution, elle est dans leurs mains. Et qu'on les aime, parce qu'ils n'ont pas une bonne image. Il faut qu'on les aime, oui. Voilà. Qui retrouvent. Bernard Gognier, vous faites quoi vous-même demain? Eh bien, je me mets au chômage. Allons bon. Parce que la première chose que je vais faire, c'est supprimer la première entreprise de France, 1 million d'employés, premier budget, 64 milliards. Vous risquez de ne pas rester très longtemps à ce poste, si je peux me Mais permettre. justement, je me mets au chômage. Ah oui, d'accord, ok, j'ai bien compris. Je reste pas au chômage. Parce que je considère que c'est absolument impossible pour un homme, aidé par 31 recteurs, de gérer ce système qui est absolument aberrant, qui est colossal. Et je crois qu'il vaudrait mieux décentraliser peut-être vers les régions, les départements ou vers les municipalités, comme on l'a fait pour les bâtiments, et qui sont nettement mieux entretenus depuis, comme on l'a fait dans les pays nordiques. Et ça marche beaucoup mieux. Ils ont de meilleurs résultats. Alors, je voudrais citer Andreas Schleicher, qui est le grand patron du PISA. Il nous a dit en conclusion d'une interview, « La France peut se rassurer car les grosses réformes ne créent pas vraiment plus de remous que les plus petites. » C'est très rassurant. Voilà, ce mardi des Bernardins s'achève. Monique Aquilina, Fernand Girard, Bernard Gognier, merci de votre participation et de vos éclairages sur ce sujet bien dense qui mériterait peut-être qu'on y reste encore quelques heures, mais là, les impératifs d'antenne nous obligent à la rendre. La semaine prochaine, Ariane Varlin et ses invités décrypteront la personnalité de Charles Péguy. 100 ans après sa mort, Péguy continue de faire polémique. Lors de cette table ronde, les invités d'Ariane s'interrogeront sur la dimension chrétienne et théologique de l'œuvre de celui qui passe parfois pour anticlérical. D'ici là, excellente semaine à tous.